Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci à tous de vous être connectés ce matin pour ce webinaire qui porte sur les aspects juridiques et fiscaux de la location immobilière. On va vous montrer un peu quels sont les grands principes qui s'appliquent à la location nue, donc à la location non meublée, et d'autre part à la location meublée. L'idée, c'était vraiment d'apporter un peu un éclairage sur le régime de ces deux types de location qui sont assez différents, tant sur le plan juridique que fiscal. Donc, il y a un certain nombre d'implications juridiques. Les aspects juridiques vont vous être détaillés par Diane Dartois, qui est avocate au sein de Valoris Avocats en droit des sociétés et en droit immobilier. C'est par la partie juridique qu'on va commencer. Et ensuite, sur les aspects fiscaux, cette partie vous sera présentée par Raphaël Foulenbaum-L'Enfant, qui est avocat en droit fiscal chez Valoris Avocats, et moi-même également avocat counsel en droit fiscal au sein du cabinet. Ce que je vous propose, comme on est assez nombreux, vous êtes assez nombreux à assister au webinaire, c'est d'utiliser l'outil de questions-réponses que vous trouvez normalement à droite pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions par écrit quand elles vous viennent et on y reviendra en fin de webinaire, en fin de présentation. La présentation dure à peu près 1 heure. L'idée, c'est de pouvoir évoquer vos questions au terme de cette heure. Donc, on va essayer de respecter le timing pour pouvoir évoquer avec vous vos questions. Donc, alors pourquoi ce thème? Eh bien, voilà, l'investissement immobilier reste un des investissements privilégiés par les Français aujourd'hui. C'est le cas d'autant plus avec la crise Covid, un peu l'incertitude des marchés financiers, du marché action. Et évidemment, vous vous posez sans doute beaucoup de questions sur comment ça fonctionne, hein, si vous voulez faire un investissement immobilier, si vous voulez le mettre en location. Et l'idée, c'est de vous apporter voilà, les principales réponses sur ces aspects juridiques et fiscaux. Donc, on va d'abord évoquer, Diane va d'abord évoquer les aspects juridiques, les différences entre la location meublée et la location nue. Ensuite, les différents types de location meublée et enfin, elle va parler un peu de la location meublée de tourisme. Dans une deuxième partie, on va évoquer avec vous les aspects fiscaux. Alors là, effectivement, on va évoquer plusieurs choses. Il y a la question de la location nue et de la location meublée. Il y a aussi la question de la structuration de l'investissement immobilier via une société qui est liée aussi à cette question de location nue ou location meublée. Parce qu'on peut pas tout faire. En tout cas, il faut le faire d'une certaine manière. Donc, on évoquera l'imposition des revenus, à la fois les loyers et les plus-values. Donc, il s'agit, ce que j'ai dit, des personnes physiques qui détiennent le bien en direct ou des sociétés. Et ensuite, on évoquera également les autres aspects fiscaux, donc TVA, contribution économique territoriale et impôt sur la fortune immobilière. Donc, je vais donner la parole à Diane sur les aspects juridiques. Diane, c'est à toi. Oui. Bonjour à tous. Voilà, donc on va aborder dans un premier temps donc vraiment les différences, ce qui différencie la location meublée et la location nue. En abordant en premier donc la location nue. Location nue, donc c'est un logement vide ou dont les meubles sont insuffisants au regard d'une liste qui a été établie par décret, le décret 2015 qu'on étudiera ensemble par la suite. J'ai un slide dédié. Donc, la location nue, elle est conclue pour une durée minimum de 3 ans. Le dépôt de garantie maximum est de 1 mois. Le préavis minimum du bailleur est de 6 mois et le préavis minimum du locataire est de 3 mois. Donc là, on parle en termes de durée. C'est vraiment pour comparer les deux types de location. Donc, pour le préavis minimum du locataire de 3 mois, il peut être parfois d'1 mois dans certaines zones géographiques. On parle de zones tendues ou dans certains cas liés à la santé du locataire, à sa situation professionnelle, où il peut n'avoir qu'1 mois de préavis. Voilà. Donc, on va passer tout de suite à la location meublée. Donc, c'est une location de logement donc, comportant des meubles qui correspondent précisément à la liste établie par décret, qu'on verra par la suite. Donc ici, le contrat est conclu pour une durée minimum d'1 an. Ça peut être pour une durée de 9 mois si le locataire est étudiant.
Le dépôt de garantie ici est de 2 mois, hein, plus important que pour la location nue, hein, évidemment, puisqu'il y a des meubles. Le préavis minimum du bailleur est de 3 mois et le préavis minimum du locataire est d'1 mois. Donc, on a un tableau comparatif, on va dire synthétique, hein, sur ce que je viens de vous dire. Donc, on peut constater que manifestement, la location meublée est plus souple en termes de durée, hein, tant pour le locataire que pour le bailleur, sur la durée du contrat, et en termes de sortie du contrat également. Voilà. Et dans mon slide suivant, donc là, j'ai détaillé donc qu'est-ce qu'un logement meublé et qu'est-ce qu'il doit y avoir comme équipement pour que ce logement soit considéré comme décent. Donc là, vous avez literie avec couette ou couverture, volet au rideau, etc. Donc je vous laisse regarder. Table, siège. Si vous voulez, le principe, c'est qu'on puisse venir dans le logement meublé avec une simple valise et qu'on n'ait pas besoin d'amener, si vous voulez, d'équipements supplémentaires. Bon, là, par exemple, on n'a pas les serviettes. Voilà, c'est le genre de choses qu'il faut amener en plus. Mais bon, normalement, on devrait pouvoir poser sa valise et pouvoir séjourner sans avoir à amener quoi que ce soit de supplémentaire. Alors, il faut faire vraiment attention de bien respecter cette liste, puisque si on n'a pas cet ameublement minimum dans le logement, on retombe dans la qualification d'un logement vide nu, et le juge peut le requalifier comme tel, avec les conséquences juridiques que ça peut avoir et les conséquences fiscales que ça peut avoir, hein, comme vous verrez par la suite quand mes confrères vous exposeront la partie fiscale. Donc, je vais vous détailler ensuite donc, les différents types de location meublée. Parce que bon, location nue, hein, c'est assez unique. Location meublée, on a le meublé d'habitation et on a le meublé de tourisme. Et dans une troisième partie, on verra plus spécifiquement le meublé de tourisme. Donc, le meublé d'habitation, vous avez deux types de bail. Il y a le bail classique et le bail mobilité. Mais le bail mobilité qui est assez récent, qui date de 2018. Donc, sur le bail classique, c'est la résidence principale du locataire, hein, là où il élit son domicile. Pour la durée de la location, on est sur 1 an minimum, 9 mois si le locataire est étudiant, hein, comme je l'ai évoqué auparavant. D'un point de vue obligation déclarative, pour les locations meublées non professionnelles et les locations meublées professionnelles, donc on verra cette distinction à nouveau, hein, avec mes collègues. Donc, en fonction de ça, il faut faire une déclaration d'activité, un formulaire M0, et on obtient un numéro SIRET qu'il faudra ensuite donc reporter dans sa déclaration fiscale. Le contenu du contrat, le bail classique meublé d'habitation, c'est conforme au modèle de bail réglementaire, hein, que ce soit d'ailleurs pour la location nue ou la location meublée. Il y a un modèle de bail réglementaire auquel on ne peut pas déroger, qui est disponible, hein, sur le site du gouvernement, qui est conforme au décret donc, du 29 mai 2015, avec tout un tas d'annexes obligatoires à fournir. Donc, si on regarde de l'autre côté le bail mobilité, qu'est-ce que le bail mobilité ? On a prévu en fait ce bail pour pouvoir encore prévoir plus de souplesse pour les bailleurs qui souhaitaient louer leur résidence secondaire principalement. Et s'ils voulaient récupérer leurs biens à court terme, voilà, ils n'étaient pas obligés d'être dans un bail classique d'1 an ou de 3 ans quand c'est une location nue. Ils pouvaient en sortir et récupérer le bien plus rapidement. Donc, ce bail mobilité, il peut être prévu donc, pour 1 mois minimum et 10 mois maximum. Il ne peut pas être reconduit au-delà de 10 mois. C'est vraiment encadré. Et il est prévu donc, pour des personnes, donc le locataire doit se trouver dans les situations suivantes. Il a une formation professionnelle ou dans le cadre d'études supérieures, il a conclu un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un stage, engagement volontaire dans le cadre d'un service civique, mutation professionnelle, mission temporaire dans le cadre de l'activité professionnelle. Donc, dans ces cas-là, on peut recourir à ce bail mobilité qui est de 10 mois maximum. Il n'y a pas d'obligation déclarative administrative dans le cadre du bail mobilité, hein, donc c'est assez souple et assez léger d'un point de vue administratif.
Le contenu du contrat, c'est comme un bail classique, hein, meublé, hein, et il doit également comporter au niveau de l'ameublement tout l'ameublement nécessaire, hein, qu'on a vu auparavant. Au niveau du loyer, donc le loyer est libre. Il peut être réglementé puisque, comme peut-être vous pouvez le savoir, il y a un encadrement des loyers qui est prévu dans certaines villes. Voilà. Et pour les taxes, la taxe d'habitation donc, est due par le locataire qui occupe le logement au 1er janvier et la taxe foncière est due par le propriétaire. Pour la fin du bail, donc c'est le préavis du locataire et du propriétaire qui est réglementé par la loi qu'on a vu auparavant, et avec une précision pour le bail mobilité, étant donné qu'il est très courte durée, le bailleur ne peut pas y mettre fin avant les 10 mois, enfin avant la durée qui aura été prévue, entre 1 mois et 10 mois. En tout cas, il ne pourra pas y mettre fin en cours de bail. Voilà. Donc, on va passer ensuite donc sur le meublé de tourisme. En comparaison, hein, donc avec le meublé d'habitation. Donc, le meublé de tourisme, au contraire du meublé d'habitation, le locataire s'y installe temporairement. Il n'y lit pas son domicile. C'est une clientèle de passage. La durée de location, c'est une location de courte durée, à la journée, à la semaine, au mois, avec une durée maximum de 90 jours consécutifs avec la même personne. Voilà. Alors, à titre d'exemple, le meublé de tourisme, hein, je peux vous citer Gîtes de France, Airbnb, hein, il y a pas mal de plateformes qui proposent ce genre de meublé de tourisme. Et donc, il y a un certain nombre d'obligations déclaratives à remplir qu'on verra en détail par la suite. Au niveau des services fiscaux, il faut s'inscrire au répertoire Sirène pour obtenir un numéro SIRET. Le contenu du contrat, donc, il est réglementé conformément aux spécificités de cette location, donc il y a un certain nombre de mentions à y faire figurer. L'ameublement, il n'y a pas de liste obligatoire, hein, comme pour le meublé d'habitation, mais il peut déterminer le classement. Alors, parce qu'on peut faire classer le meublé de tourisme, c'est facultatif, on peut le faire classer de 1 à 5 étoiles. Et en fonction donc, de l'ameublement et de l'équipement, il peut monter en gamme. Voilà, le loyer, il est libre du meublé de tourisme. D'un point de vue taxe, on a une taxe d'habitation qui est due par le propriétaire s'il occupe le logement une partie de l'année. Une taxe foncière qui est due par le propriétaire. La taxe de séjour, quant à elle, peut être prélevée dans certaines communes. Donc, ça dépend où est situé le bien. Il y a certaines communes qui peuvent réclamer une taxe de séjour. Voilà. Et donc, pour la fin de bail, ce sont les règles de préavis prévues librement dans le contrat. Voilà. On va voir plus précisément donc, ce que c'est qu'une location en meublé de tourisme, puisqu'on peut parfois, on peut avoir des confusions, parce qu'on peut tomber parfois dans l'hôtellerie ou la para-hôtellerie. Et donc là, il faut vraiment comprendre que le meublé de tourisme, c'est bien distinct. C'est défini par le Code du tourisme comme des villas, appartements ou studios meublés loués, qui sont à l'usage exclusif du locataire, c'est-à-dire que le propriétaire n'est pas présent pendant la location, pour une courte durée, donc à la journée, à la semaine, au mois, avec une durée de 90 jours consécutifs maximum avec la même personne. Voilà, j'ai rajouté une remarque, puisque dans certaines villes, il peut être prévu que les meublés de tourisme peuvent être loués annuellement sur une durée totale qui sera limitée à 120 jours. C'est les villes certaines villes qui ont prévu ça par délibération du conseil municipal, afin de limiter quand même le recours aux meublés de tourisme, puisqu'on a bien vu avec Airbnb que voilà, les hôtels perdaient de la clientèle touristique, puisque les touristes se redirigeaient vers les solutions Airbnb, Abritel, etc. Donc, ça a été limité à 120 jours dans certaines villes. Voilà, donc je vous invite à bien consulter à bien communiquer avec la mairie et voir ce qui est prévu pour les meublés de tourisme. Et il ne faut pas que le locataire, donc dernière condition, n'en fasse son domicile. Donc, on est bien sur une clientèle de passage. Voilà, donc on distingue donc, ce meublé de tourisme donc, avec l'hôtel et la résidence de tourisme, puisqu'évidemment, ce n'est pas réservé à l'usage exclusif du locataire. Dans l'établissement, plusieurs clients peuvent avoir accès à l'établissement. Il y a des propositions de services
de blanchisserie, de petit déjeuner, avec des équipements communs, de garage, etc., conciergerie. Donc, à bien distinguer, le meublé de tourisme ne rentre pas dans cette catégorie-là. Également, la chambre d'hôte ou la chambre privée chez l'habitant, comme on n'a pas l'usage exclusif du meublé de tourisme, ça ne rentre pas non plus dans le meublé de tourisme. Et puis, j'avais mis comme exemple les cabanes dans les arbres ou une caravane, ça ne peut pas être mis en meublé de tourisme puisqu'on n'a pas un logement fixe, c'est un logement qui est démontable. Voilà, donc si vous prévoyez donc de louer vos locaux donc, comme meublé de tourisme, il faut bien vérifier, donc si vous êtes locataire, que vous voulez faire une sous-location, il faut bien obtenir l'autorisation écrite du propriétaire. Il ne faut pas appliquer donc à votre sous-locataire un loyer supérieur au loyer principal, donc au loyer que vous payez en tant que locataire principal. Et si on se trouve dans une copropriété, il faut bien vérifier que le règlement de copropriété ne comprend pas de clause d'habitation dite exclusivement bourgeoise, c'est-à-dire qui interdit toute activité professionnelle et donc de location. Voilà. Et il y a un certain nombre donc, de démarches administratives à observer pour le meublé de tourisme. Donc, certaines déclarations à faire auprès de la mairie. Donc, pour le meublé de tourisme, il faut faire une déclaration en mairie. Ça peut être une déclaration simple ou une déclaration, on va dire, d'enregistrement, plus renforcée. Donc, pour tout meublé de tourisme, il faut une déclaration simple si le meublé de tourisme est notre résidence secondaire. Ce n'est pas nécessaire s'il s'agit de la résidence principale. Comment on sait que c'est une résidence principale? On la définit comme la résidence qui est occupée au minimum 8 mois par an. Et si on ne fait pas cette déclaration auprès de la mairie, voilà, on encourt une amende de 450 € maximum. Dans certaines villes qui l'ont décidé donc, par délibération du conseil municipal, il peut être exigé donc, pas une déclaration simple, mais une déclaration d'enregistrement, et ce pour toutes les résidences, qu'elles soient principales ou secondaires. Donc, on fait cette déclaration d'enregistrement auprès de la mairie. On va obtenir un accusé de réception de la mairie et un numéro de déclaration à 13 chiffres. Ce numéro est très important puisque notamment si vous publiez votre annonce donc sur une plateforme internet, votre annonce donc de location, vous avez l'obligation d'indiquer ce numéro. De toute façon, ce sera rappelé notamment sur les plateformes Airbnb, Abritel, ça va vous être exigé pour pouvoir publier l'annonce. À défaut d'enregistrement, ici l'amende est de 5 000 € maximum. Voilà. Et en dernier lieu, il faut aussi prendre contact avec la mairie et voir si, ça dépend des villes, s'il faut faire une demande d'autorisation de changement de destination pour une résidence secondaire, puisque votre résidence secondaire, elle était à usage d'habitation et elle va être à usage professionnel, donc avec la location en meublé de tourisme. Donc ça, il faut voir auprès de votre mairie s'il faut faire une demande d'autorisation de changement de destination. Ici, l'amende est plus importante, elle est de 25 000 € maximum. Et enfin, donc faire des déclarations auprès des services d'impôts, notamment pour le début d'activité, avec le formulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'obtention d'un numéro SIRET qui sera reporté ensuite sur votre déclaration de revenus. Voilà, puis après, pour tout ce qui est la partie IR, CFE, je renvoie à mes collègues qui vont vous présenter la partie fiscale sur les locations nues versus locations meublées. On va voir ensemble maintenant les aspects fiscaux de l'activité de location immobilière et en particulier l'imposition des revenus que génère cette activité. Donc ces revenus, il s'agit principalement des loyers, mais aussi de la plus-value qui sera réalisée ultérieurement lors de la cession du bien immobilier. Et alors ce régime fiscal, il va dépendre du type de location, entre location nue et location meublée. Il va aussi dépendre de la structuration qui aura été mise en place. Est-ce que le bien est mis en location directement par le propriétaire personne physique, ou est-ce que le bien immobilier appartient à une société qui elle-même la met en location auprès des locataires? Alors, on va voir aussi quels régimes sont adaptés en fonction des situations. Est-ce qu'il s'agit d'occuper le bien occasionnellement, ou est-ce qu'il s'agit de le louer? Et aussi en fonction des projets de l'investisseur, est-ce qu'il s'agit de se constituer un complément de revenu, ou est-ce qu'il s'agit plutôt de se constituer un capital, un patrimoine, quitte à réinvestir les loyers dans cette activité? Alors pour commencer, voici un aperçu général des régimes d'imposition des revenus.
Si on est une personne physique et qu'on met en location les biens, c'est le type de location qui va déterminer le régime d'imposition. Alors dans tous les cas, on sera soumis à l'impôt sur le revenu. Mais si on fait de la location nue, on sera soumis au régime des revenus fonciers, alors que si on a une activité de location meublée, on va relever des bénéfices industriels et commerciaux. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que même si juridiquement l'activité de location meublée est une activité de nature civile, eh bien d'un point de vue fiscal, l'activité de location meublée est assimilée à une activité commerciale. Et c'est pour ça qu'elle est imposée comme telle. Et ensuite, on a la sous-distinction entre location meublée non professionnelle et location meublée professionnelle, que l'on verra plus en détail tout de suite après. Alors, si le bien est détenu par une société qui le met en location, là, le régime d'imposition va dépendre du régime qui s'applique à la société. Si la société est à l'impôt sur les sociétés, ce qui est le cas de la plupart des sociétés de capitaux, et des SCI si elles ont opté pour ce régime, dans ce cas, peu importe que la location soit nue ou meublée, ce sera les mêmes règles qui s'appliqueront. Et si la société est au régime des sociétés de personnes, c'est-à-dire les sociétés qu'on appelle plus communément les sociétés à l'impôt sur le revenu, dans ce cas, le type d'activité, location nue ou location meublée, va avoir une incidence sur le régime fiscal qui sera applicable. Et dans Donc, ce cas-là, juste un mot à ce stade, peut-être, je ne sais pas si tout le monde est aussi familier sur cette notion de société à l'IS ou société à l'impôt sur le revenu. Donc, il y a une différence fondamentale, c'est que une société qui est soumise à l'IS, elle va arrêter un résultat fiscal à son niveau en appliquant les règles de la comptabilité commerciale et elle va payer l'impôt sur les sociétés sur ce résultat à son niveau. Tandis que les sociétés de personnes arrêtent un résultat fiscal à leur niveau, mais l'impôt est payé par les associés directement, chacun sur leur quote-part, et le résultat de la société de personnes est arrêté selon les règles qui s'appliquent aux associés. Donc, si vous avez des associés personnes physiques, donc c'est ce qu'expliquait Raphaël, en fait, on va avoir une taxation des revenus de la société translucide selon les règles qui s'appliqueraient aux personnes physiques. Ça, c'est important avant qu'on rentre dans le détail, c'est que beaucoup de personnes se demandent quel est l'intérêt d'acquérir un immeuble via une SCI. En réalité, si la SCI est au régime de droit commun des SCI, c'est-à-dire qu'elle est translucide, le régime fiscal est le même que l'immeuble soit détenu par la SCI ou par la personne physique directement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Il n'y a pas de différence sur le régime fiscal si l'immeuble est détenu par une SCI qui n'est pas soumise à l'IS. Là où on bascule dans un autre régime, c'est si la société est soumise à l'IS. c'est ça. Donc, et ensuite, on retrouve la sous-distinction éventuellement entre location meublée non professionnelle et location meublée professionnelle qu'on verra juste après. Alors, on va rentrer dans le détail pour l'imposition des personnes physiques. Alors, en ce qui concerne l'imposition des loyers, qui constitue l'essentiel des revenus de l'activité de location, c'est le type de location qui va déterminer le régime applicable. Donc, dans le cas d'une location nue, les revenus seront imposables aux revenus fonciers, alors que dans le cas d'une location meublée, les revenus seront imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Alors, dans les deux cas, il existe un régime simplifié qui est le régime micro, qui permet, au lieu de prendre en compte les charges constatées en comptabilité pour déterminer la base imposable, on va prendre en compte un abattement forfaitaire qui vient remplacer toutes ces charges et qui permet de simplifier la fiscalité de cette activité. Et ce régime micro est applicable en dessous de certains seuils de revenus, donc 15 000 € par an pour les revenus fonciers ou 72 600 € par an dans le cas de la location meublée. Donc, il s'agit des loyers, des revenus bruts. C'est ça, revenu brut avant déduction de toute charge, puisque justement, il s'agit d'appliquer un régime forfaitaire pour ces charges. Et dans les deux cas, il est possible, si on dépasse ces seuils, on relève du régime réel, ou alors on peut opter, même en deçà de ces seuils, pour être imposé au régime réel. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte, dans ce cas, les charges réellement exposées pour cette activité. Donc, il peut s'agir des intérêts d'emprunt ou certains travaux qui peuvent être déduits. Et dans ce cas, c'est ici que réside la principale différence entre les revenus fonciers et les bénéfices industriels et commerciaux. C'est en ce qui concerne l'amortissement des constructions,
qui est constaté en comptabilité. Dans le cas des revenus fonciers, cet amortissement ne pourra pas être déduit fiscalement, alors que dans le cas des bénéfices industriels et commerciaux, pour la location meublée, cet amortissement pourrait être déduit fiscalement, ce qui va venir minorer grandement la base d'imposition. C'est là que réside en grande partie le régime fiscal des locations meublées. Et ensuite, dans les deux cas, qu'on soit en régime des revenus fonciers ou en bénéfices industriels et commerciaux, dans les deux cas, c'est l'impôt sur le revenu du foyer fiscal qui va ensuite s'appliquer à cette base d'imposition. Et à cela, il faut ajouter les prélèvements sociaux. Et prélèvements sociaux qui sont remplacés dans le cas de la location meublée professionnelle par des cotisations sociales. Et on verra cette distinction par la suite. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'autre type de revenu que peut générer cette activité, c'est la plus-value qui sera réalisée lors de la revente du bien immobilier, ultérieurement. Et dans ce cas, la distinction réside surtout sur le caractère professionnel ou non professionnel de l'activité et donc de la plus-value. Puisque si l'activité est non professionnelle, la plus-value imposable sera déterminée par différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition, schématiquement, ce qui correspond plus ou moins à la plus-value économiquement réalisée entre le prix d'achat et le prix de revente. Alors que si nous sommes dans le cas d'une location meublée professionnelle, cette plus-value imposable sera calculée par différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable après amortissement de ce bien immobilier. Et cette valeur nette comptable après amortissement, ce sera une valeur diminuée de tous les amortissements comptables qui ont pu être pratiqués. Et du coup, ça va donner une plus-value imposable d'un montant bien supérieur. Donc en fait, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est en fait, il y a deux choses différentes. Il faut prendre en compte ces deux éléments. C'est effectivement le régime des loyers pendant la période de location. Et donc là, on voit, c'est ce qu'explique Raphaël, et après, on viendra sur des exemples chiffrés, ce sera plus parlant. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que si vous faites de la location nue, vous allez percevoir des revenus fonciers en fait assez importants en général, parce que les charges qu'on peut déduire sont finalement assez réduites, hein, les intérêts d'emprunt, l'assurance, voilà, vous allez quand même avoir un revenu brut qui peut être important. Après, je laisse de côté le régime du micro-foncier, donc là, si vous avez moins de 15 000 euros de loyer, effectivement, vous avez cet abattement forfaitaire de 30%, mais malgré tout, vous avez 70% des loyers qui seront soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, si vous avez déjà d'autres revenus, en réalité, c'est la tranche marginale qui va s'appliquer, la tranche marginale du barème à laquelle vous êtes soumis, qui va s'appliquer à ces revenus fonciers. Donc, ça va être vite assez important. En revanche, si vous faites de la location meublée, le régime des loueurs meublés non professionnels, donc si vous avez des revenus en fait qui sont principalement tirés de votre activité principale et pas de cette activité de location, dans ce cas-là, en fait, les revenus que vous allez percevoir à ce titre, les loyers, ils seront bien moins imposés, voire pas du tout dans certains cas, puisque vous allez avoir une charge théorique déductible en face qui est l'amortissement en fait. Donc l'amortissement, c'est rien d'autre que déduire une partie du prix d'acquisition qu'on étale sur la durée d'utilisation du bien. Donc en matière de construction, en général, on a un amortissement entre 35 et 50 ans et ça permet de faire diminuer en fait grandement la base taxable de ces loyers. Donc ça, c'est le régime sur les loyers, c'est vraiment ça la grosse différence. En revanche, à la sortie, c'est là où c'est important, c'est que soit on est dans un régime non professionnel, hein, donc celui où voilà, vous tirez la majorité de vos revenus meublés, vous tirez la majorité de vos revenus de votre activité principale et pas de la location meublée. Et dans ce cas-là, la plus-value va rester soumise au régime des particuliers. Donc c'est la même que si vous louiez nu l'immeuble. Donc c'est là où c'est assez intéressant parce qu'on ne vient pas vous rattraper sur les amortissements en fait. Vous avez déjà déduit les amortissements pendant la période de location du bien
Et en plus de ça, vous allez pouvoir bénéficier du régime de la plus-value des particuliers à la sortie, avec aussi des abattements pour durée de détention qui permettent, si vous détenez longtemps, d'avoir une plus-value réduite. Alors que si vous louez en professionnel, là, effectivement, on va venir retraiter les amortissements déduits pour le calcul de la plus-value. Ce qui veut dire que mécaniquement, en fait, ce que vous avez pu déduire comme amortissement pendant la durée de location du bien, eh ben, ça va être imposable dans le cadre de la plus-value de sortie. Alors, modulo les exonérations potentiellement qui peuvent s'appliquer sous certains seuils en cas de plus-value pour les professionnels, mais Raphaël va vous détailler ça dans les slides qui suivent. Alors, on va voir maintenant plus en détail la distinction, la fameuse distinction entre location meublée professionnelle ou non professionnelle. Alors, pour être qualifié de loueur en meublé professionnel, il faut réunir 2 conditions cumulatives qui portent sur le montant des recettes annuelles, qui doit excéder 23 000 € par an, ce qui représente un peu plus de 1 900 € par mois, pour donner une idée. Et la deuxième condition, c'est que ces recettes doivent être supérieures aux autres revenus professionnels du foyer fiscal. Donc, si on réunit ces 2 conditions, on est considéré comme un loueur en meublé professionnel du point de vue fiscal. Et donc, il y a des différences de régime avec le loueur en meublé non professionnel. Et le loueur en meublé non professionnel, c'est celui qui ne réunit pas ces 2 conditions. Alors, il y a une petite particularité qu'on peut mentionner pour l'appréciation de ces conditions pour les non-résidents, puisque bien souvent, les non-résidents qui investissent en France ont uniquement des revenus immobiliers de source française, et leurs autres revenus professionnels, bien souvent réalisés à l'étranger, ne seront pas pris en compte pour cette appréciation de la prépondérance. Et donc, bien souvent, pour les non-résidents, le fait de dépasser le seuil de 23 000 € de recettes par an suffira de fait pour les qualifier de loueurs en meublé professionnel. Alors, les différences de régime entre ces loueurs en meublé professionnels ou non professionnels, ça concerne notamment l'imputation des déficits, puisque quand on est un loueur professionnel, on peut imputer les déficits réalisés à l'occasion de cette activité beaucoup plus largement et sans limitation de durée. Ce qui peut être intéressant, notamment en début d'activité où on va avoir un certain nombre de charges, par exemple des travaux, qui vont pouvoir être déduits des autres revenus réalisés par le foyer fiscal, alors que quand on est loueur en meublé non professionnel, l'imputation des déficits sera bien plus limitée. Alors, et ensuite, la principale différence concerne le régime des plus-values, donc on a déjà évoqué, puisque lorsqu'on est loueur en meublé professionnel, on relève des plus-values professionnelles, donc qui sont imposables sans abattement pour durée de détention, mais il y a des exonérations lorsque l'activité est en deçà de certains seuils de chiffre d'affaires et au-delà de 5 ans de détention, où là on aura des exonérations totales si on réalise un chiffre d'affaires inférieur à 90 000 € et exonération partielle jusqu'à 126 000 € de chiffre d'affaires. Alors que lorsqu'on est loueur en meublé non professionnel, on va relever des plus-values privées. Et là, au bout de 5 ans, on aura des exonérations progressives avec les abattements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui sont progressifs et qui aboutissent à une exonération totale d'impôt sur le revenu au bout de 22 ans de détention et une exonération totale de prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Donc ça, c'est très intéressant comme régime. Alors effectivement, il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis parce que avant, on avait une exonération qui était unifiée sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Maintenant, on a des durées différentes. Alors moi, je me l'explique pas trop, mais en tout cas, si effectivement vous détenez un bien plus de 5 ans, après vous allez pouvoir réduire la base de la plus-value. Donc ça, c'est très intéressant si vous conservez le bien longtemps, effectivement. Et ensuite, une des principales différences entre la location meublée professionnelle et non professionnelle, ça va être le régime social, puisque le loueur en meublé professionnel va être assujetti aux cotisations sociales, alors que le loueur en meublé non professionnel va être assujetti sur ses loyers aux prélèvements sociaux, en principe, sauf, et là il y a une spécificité qui a été introduite par l'année dernière par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021,
qui prévoit que dans le cas d'une location de courte durée, donc location saisonnière de type Airbnb, si le total des recettes annuelles excède 23 000 € par an, dans ce cas, le bailleur est soumis aux cotisations sociales. Alors là, ça fait une petite divergence entre le régime fiscal et le régime social, puisque un loueur considéré comme non professionnel d'un point de vue fiscal risquera d'être assujetti aux cotisations sociales du simple fait d'excéder 23 000 € et de réaliser des locations saisonnières de courte durée. Alors, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas évoqué, je crois, Raphaël, c'est le régime de la plus-value, justement, le taux qui est applicable. Ah oui, donc la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu pour les loueurs non professionnels, loueurs meublés non professionnels ou les loueurs qui relèvent des revenus fonciers, cette plus-value, elle est imposable non pas au barème progressif de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal, mais à un taux fixe de 19%. Et ce qui fait que ça ne va pas rentrer dans l'ensemble des revenus, mais ça fera l'objet d'une imposition à ce taux spécifique. Donc 19% auquel on rajoute évidemment les prélèvements sociaux de 17,2. Donc en fait, ça fait 36,2 au total le taux applicable sur ces plus-values. C'est ça. Alors voilà maintenant un exemple chiffré de ce dont on vient de parler. Essentiellement la différence entre les revenus fonciers et les bénéfices industriels et commerciaux, donc LMNP et LMP. Alors pendant la durée de la location, on voit clairement que les revenus vont être moins lourdement imposés dans le cas de la location meublée, en raison en grande partie de cet amortissement déductible. On aboutit à une base d'imposition beaucoup plus faible et donc à un impôt sur le revenu bien plus faible, donc un net perçu bien plus important. Et lors de la revente de l'immeuble, là, par hypothèse, on a pris un exemple au bout de 15 ans. Là, on voit aussi que la location meublée non professionnelle reste intéressante puisque on calcule la plus-value de la même façon que la plus-value des particuliers, les plus-values privées. Et donc là aussi, on sera moins lourdement imposé lors de la revente de l'immeuble. Et si la location meublée est professionnelle, là, la plus-value sera un peu plus imposée en raison de l'assujettissement aux cotisations sociales. Mais pour l'impôt sur le revenu, ça reste intéressant puisqu'il y a un système d'exonération dont on a parlé, les exonérations lorsqu'on réalise un chiffre d'affaires inférieur à certains seuils. Et là, dans notre hypothèse, par exemple, comme les recettes sont inférieures à 90 000 € par an, on a une exonération totale au bout de 15 ans dans notre hypothèse, donc pas d'impôt sur le revenu. Donc là, on voit que le régime de la location meublée non professionnelle en particulier est particulièrement intéressant. Donc là, on a essayé de prendre un exemple. Évidemment, tout est dit, tout se base sur les chiffres du cas d'espèce, c'est-à-dire quel a été le prix d'acquisition, quelle est la date de revente, quel est le prix estimé pour la revente. Donc évidemment, tout ça, c'est des éléments qui doivent être pris en compte. On a essayé de prendre un exemple qui nous paraissait parlant. Et vous voyez assez vite que, effectivement, comme le disait Raphaël, la location meublée non professionnelle est très efficace fiscalement, puisque, en fait, elle permet de cumuler deux avantages. Encore une fois, c'est la déduction des amortissements pendant la période de location et la non remise en cause du régime applicable aux plus-values des particuliers, les plus-values immobilières des particuliers, avec l'abattement pour durée de détention et la non prise en compte des amortissements déjà déduits pour le calcul de cette plus-value. Donc évidemment, il faut avoir un bien qu'on peut louer en meublé. Peut-être que tous les biens ne s'y prêtent pas. Et puis, Diane vous a expliqué le régime. Voilà, on est sur un bail d'1 an versus un bail de 3 ans sur la location nue. Bon, c'est des choix à faire. Mais en tout cas, d'un point de vue fiscal, ce régime reste très intéressant aujourd'hui. Et la location meublée professionnelle, bon, ben, on choisit plus ou moins d'être dedans, c'est-à-dire que il faut déjà avoir des revenus de location assez importants et en tout cas qui dépassent ceux de l'activité autre du foyer fiscal. Donc, bon, déjà pour tomber dans la location meublée professionnelle, il faut déjà
il faut déjà que ça constitue en fait l'activité principale du foyer. Donc en réalité, souvent le choix il est plutôt entre location nue et location meublée. En tout cas là, c'est vraiment notre comparaison sur la détention en direct par des personnes physiques. Et donc là, vous voyez que vraiment c'est ça les gros les principaux critères en fait qui permettent de driver le choix d'un point de vue fiscal, c'est le régime des loyers et de la plus-value de sortie. C'est ça, donc c'est du cas par cas, tout va dépendre des revenus réalisés, des loyers perçus, mais dans la plupart des situations, en moyenne, la location meublée non professionnelle sera souvent plus intéressante que les revenus fonciers, d'autant il est souvent possible d'espérer un loyer un peu plus élevé lorsqu'on fait de la location meublée, même si évidemment ça nécessite un petit investissement de départ pour justement meubler cet appartement pour qu'il soit qualifié comme tel. Et l'entretenir, parce que vous êtes tenu, une fois que vous avez fourni effectivement tout l'équipement de l'appartement, de le tenir en bonne forme. Mais bon, après, quand vous voyez l'impact fiscal, souvent le coût est assez vite, ce coût-là est assez vite absorbé en réalité. C'est ça. Alors, maintenant, on va voir, après avoir vu les investissements par des personnes physiques, on va voir le régime fiscal lorsque l'investissement immobilier est réalisé au travers d'une société. Alors là, on retrouve la distinction entre les sociétés semi-transparentes et les sociétés à l'impôt sur les sociétés. Lorsque la société est soumise au régime des sociétés de personnes, c'est l'impôt sur le revenu qui va s'appliquer au niveau des associés. Alors, il y aura un seul niveau d'imposition au niveau des associés, alors que si la société est au régime de l'impôt sur les sociétés, dans ce cas, il y aura deux niveaux d'imposition. Il y aura tout d'abord l'imposition du résultat au niveau de la société. Donc, les loyers vont être imposés à l'impôt sur les sociétés au niveau de cette société. Donc, en dessous de 38 120 euros de bénéfices, on peut bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15%, donc ce qui est très faible. Et au-delà de ce seuil, on est imposé au taux normal qui est aujourd'hui, en 2022, de 25%. Et ensuite, si la société décide de distribuer des dividendes aux associés, il y aura une deuxième imposition qui sera l'impôt sur le revenu, mais cette fois qui sera au prélèvement forfaitaire unique, donc ce qu'on appelle la flat tax, qui contient l'impôt sur le revenu au taux fixe de 12,8% et les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Donc là, deux niveaux d'imposition contre un seul niveau d'imposition si on détient l'immeuble directement. Alors, et au moment de la plus-value ultérieure lors de la revente de l'immeuble, la grande différence entre une société au régime des sociétés de personnes et une société à l'impôt sur les sociétés, elle va résider dans le calcul de la plus-value, qui sera calculé une fois encore par différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable, donc ce qui va faire une base imposable assez importante. Mais surtout, la grande différence, c'est que quand on est en société à l'impôt sur les sociétés, il n'y a ni abattement ni exonération pour durée de détention, c'est-à-dire que la plus-value réalisée sera pleinement imposable et il n'existe pas de dispositif de faveur lorsque on exerce la location au sein d'une société à l'impôt sur les sociétés. Alors, on va voir plus en détail le cas de la SCI, qui est un type de société très fréquemment utilisé pour l'activité de location. Et on va voir les particularités. Et en réalité, il y a deux types de SCI, puisque par défaut, une SCI est au régime des sociétés de personnes, c'est-à-dire qu'elle est imposée à l'impôt sur le revenu au niveau des associés. Mais sur option, la SCI peut choisir d'être soumise à l'impôt sur les sociétés. Et dans ces deux situations, les régimes sont assez différents. Et dans le cas d'une SCI au régime des sociétés de personnes, la particularité, là où il faut être vigilant, c'est qu'on peut uniquement réaliser des locations nues et les locations meublées peuvent uniquement être réalisées à titre très accessoire. Mais on ne peut pas réaliser une activité de location meublée uniquement dans une SCI. Donc ça c'est clé, hein. Effectivement, donc la SCI quand même à manier
avec précaution. Bon, la SCI, c'est rien d'autre qu'une société civile qui fait uniquement de l'investissement immobilier. Mais comme l'a expliqué Raphaël, c'est ça, c'est que la SCI a par définition une activité civile, et comme d'un point de vue fiscal, on considère que la location meublée est commerciale, on a un risque là, c'est-à-dire que si une SCI qui normalement est translucide fiscalement fait de la location meublée, elle va être automatiquement soumise à l'IS avec ce qui implique des conséquences, une taxation des plus-values latentes, etc. Donc ça, c'est vraiment un schéma à éviter. Donc, si on veut avoir une SCI translucide, donc encore une fois, ça n'a pas d'impact par rapport à la situation de personnes physiques qui détiennent le bien en direct, mais ça a des avantages autres en fait. Ça a des avantages notamment d'organisation patrimoniale. La SCI translucide, elle va pas vous apporter des avantages fiscaux en tant que tels sur la taxation des loyers ou la plus-value. En revanche, ça va permettre de faciliter une transmission patrimoniale vis-à-vis notamment des enfants, des petits-enfants, puisqu'on va pouvoir organiser cette transmission en mettant des règles dans la société. On va aussi pouvoir démembrer les parts. On va pouvoir faire de la transmission plus progressive et d'éviter une indivision sur un bien immobilier, ce qui permet d'organiser un peu mieux cette transmission et d'éviter un peu les conflits entre héritiers. Mais d'un point de vue fiscal, voilà, la société translucide, la SCI translucide, elle va pas apporter forcément d'avantages comparatifs. En revanche, il faut qu'elle soit uniquement dédiée à de la location nue. On verra que si on veut structurer une location meublée via une société, donc là, il faut prendre un autre type de société. Soit une société de capitaux, mais du coup, elle va être à l'IS. Donc, c'est là où on a l'inconvénient du régime de la plus-value de sortie, où on se fait rattraper sur les amortissements qui ont été déduits pendant la période de location. En revanche, on peut également, je ne crois pas que tu l'as évoqué, Raphaël, éventuellement choisir une SARL de famille. Donc, c'est une SARL qui n'est pas soumise à l'IS, ou une société en nom collectif, qui est une société commerciale, mais pareil, translucide, pour faire de la location meublée. Donc, en fait, si vraiment on veut maintenir une taxation, comment dire, un régime de translucidité pour de la location meublée, tout en mettant le bien dans une société, il va falloir éviter la SCI, en fait. Et on peut utiliser d'autres formes. Voilà, donc c'est quand même un point d'attention. Et il y a un autre point sur lequel il faut être vigilant dans la distinction entre SCI translucide et SCI à l'impôt sur les sociétés. C'est ce qui concerne l'occupation du logement à titre gratuit par les associés. Puisque dans le cas d'une SCI translucide, les associés peuvent tout à fait utiliser le logement sans conséquences fiscales, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas imposés sur un loyer fictif, alors que si la société est à l'impôt sur les sociétés et que les associés occupent cette société, eh bien cette société est soumise théoriquement à un impôt théorique. Et donc ça, c'est important à avoir ça en tête quand on structure son investissement. Ce qui arrive souvent, si le bien loué est aussi destiné à être occupé de temps en temps, eh bien, il faut avoir ce point de vigilance en tête sur l'imposition des loyers fictifs quand on est à l'impôt sur les sociétés. En fait, l'idée derrière, c'est que en matière de règles de l'impôt sur les sociétés, en fait, une société doit poursuivre son intérêt social dans toutes les opérations qu'elle réalise. Donc, si elle est propriétaire d'un bien immobilier et qu'elle le met à disposition gratuite, c'est contraire à son intérêt, à l'intérêt de l'entreprise. Et en fait, elle commet ce qu'on appelle en matière fiscale un acte anormal de gestion, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne perçoit pas de contrepartie pour cette mise à disposition. Et donc ça, c'est pas possible. Donc il faut, s'il n'y a pas de loyer qui est versé, et ça peut être le cas, mais il faut quand même comptabiliser d'un point de vue fiscal ce loyer fictivement dû par l'associé qui occupe le bien à la société à l'IS. Parce qu'en fait, la société à l'IS, il faut quand même qu'elle soit taxable sur ce loyer. C'est ça l'idée. Alors que la SCI, finalement, elle est translucide.
ça ne changera pas grand-chose d'aller constater un loyer, alors même que ce loyer serait taxable au niveau de l'associé qui lui-même occupe le bien, quoi. Alors après, ça peut devenir un peu plus compliqué lorsqu'on a une société à l'IS qui détient des parts dans la SCI et que la SCI est aussi par ailleurs détenue pour une autre partie par un associé personne physique. Donc là, il y a des ajustements potentiellement à faire. Effectivement, l'occupation du bien par un associé a un impact sur cette structure. Elle a aussi un impact en matière d'IFI potentiellement alors pas exactement, en matière de plus-value de cession, en matière de plus-value de cession de l'immeuble. Il existe une exonération au titre de la résidence principale. On ne l'a pas évoqué, je crois, mais je pense que tout le monde connaît ce régime. C'est-à-dire que si vous vendez votre résidence principale, vous bénéficiez d'une exonération totale de la plus-value. Et cette exonération, elle est maintenue si c'est une SCI translucide qui détient le bien et que vous, en tant qu'associé, occupez le bien en question. Vous bénéficierez quand même de l'exonération. Donc ça, c'est un point important. Évidemment, on ne bénéficie pas d'une telle exonération si c'est une société à l'IS qui détient le bien pour le louer, entre guillemets, à l'associé, à son associé. Ensuite, on a fait donc une comparaison entre les SCI translucides, donc à l'impôt sur le revenu, et les SCI à l'impôt sur les sociétés. Une comparaison du même type que la précédente, donc en comparant l'imposition des revenus des loyers pendant la location, puis l'imposition de la plus-value lors de la revente de l'immeuble, par hypothèse, au bout de 15 ans. Et là, c'est un exemple assez parlant finalement, puisqu'on voit que pendant la période de location et la perception des loyers, la SCI à l'impôt sur le revenu va être plus lourdement imposée à l'impôt sur le revenu, alors que la SCI va être beaucoup moins imposée en raison de l'amortissement et aussi en raison du taux d'impôt sur les sociétés, puis de la flat tax lors de la distribution des dividendes. Alors, tu peux peut-être rappeler le taux de l'IS, Raphaël? Alors, le taux de l'IS, c'est 15% pour les 38 120 premiers euros de bénéfice. Et ensuite, tout ce qui dépasse ce seuil, c'est imposé à 25%. Donc, c'est le taux d'IS depuis 2022 qui a baissé. La baisse du taux d'IS est enfin achevée en 2022. Et donc, on voit que pendant la durée de la location au sein de la SCI, même si on distribue des dividendes, eh bien, on sera moins imposé. Mais si on revend l'immeuble au bout de 15 ans, qu'on réalise une plus-value, eh bien là, la plus-value sera bien plus lourdement imposée. Et là, on a fait un exemple chiffré où finalement, toutes les économies réalisées au cours de la période de location, elles vont être en quelque sorte récupérées ou rattrapées lors de l'imposition de la plus-value. Et donc une plus-value bien plus lourdement imposée. Et donc, il faut avoir ça en tête quand on fait un investissement immobilier. Est-ce qu'on va privilégier la faible imposition des revenus ou est-ce qu'on a une intention de revendre l'immeuble à moyen terme? Et ça peut avoir des conséquences sur le régime fiscal. Voilà, ça c'est clé. C'est vous achetez un bien immobilier pour investir. Essayez d'avoir une idée de l'objectif. Est-ce que c'est un bien qui va rester dans la famille, qui va jamais être vendu, qui va être transmis, etc. Ou est-ce que c'est un bien qui va être vendu dans 5 ans? Et dans ce cas-là, où on espère réaliser une importante plus-value. Là, on va être quelque part rattrapé dans 5 ans. Après, on aura le cash en face potentiellement. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Après, il y a quelque chose auquel il faut faire attention et on l'a fait apparaître ici dans le tableau, c'est que une société qui est translucide à l'IR, elle perçoit les loyers, elle arrête un résultat et l'associé est taxable au titre de cet exercice sur le résultat réalisé par les SCI et il peut disposer des sommes issues de ces loyers directement. En fait, il n'y a plus d'imposition. Une fois que les loyers sont imposés selon le régime des revenus fonciers, ils bénéficient des sommes. Si c'est une société à l'IS qui loue,
Donc, première chose, son résultat, il va être moindre en période de location à cause des amortissements. Mais en réalité, ça va avoir un impact, c'est que en fait, la société à l'IS, elle va pas avoir de résultats distribuables ou beaucoup moins. Donc en fait, les sommes qui sont issues des loyers ne vont pas être disponibles pour l'associé. C'est-à-dire que le système de la société qui est soumise à l'IS et qui loue, c'est un système où il ne faut pas avoir besoin des liquidités. C'est-à-dire que on va endetter la société à l'IS le plus souvent, elle va rembourser l'emprunt, etc. Mais il ne faut pas avoir besoin des revenus. Parce que si on a besoin des revenus, en fait, on va avoir un problème de l'absence de résultat, en fait. Parce que pour distribuer, la société à l'IS a besoin de réaliser un résultat. Et en réalité, ce résultat ne pourra pas être appréhendé si on a beaucoup d'amortissements qui viennent réduire le résultat comptable et fiscal de la société. L'autre point important, c'est que en fait, on crée un niveau d'interposition avec une société LIS. C'est-à-dire que la société LIS, potentiellement, elle est soumise à l'IS sur son résultat. Alors, on l'a dit, ce résultat est potentiellement faible compte tenu des amortissements. En revanche, quand elle distribue, ensuite, l'associé personne physique, lui, va également être soumis à une imposition. Donc, la société, elle est soumise à l'IS au taux de 25% sur le résultat qu'elle réalise, donc potentiellement faible, mais voilà, quand même avec un taux, enfin 15% jusqu'à 38 120 euros de bénéfices, c'est le taux d'impôt réduit, 25% au-delà. Et ensuite, quand elle distribue, l'associé personne physique, lui, est soumis à ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire un impôt sur le revenu au taux proportionnel de 12,8%, plus les prélèvements sociaux au taux de 17,2, soit un taux global de 30%. Donc, première imposition à 25%, plus 30%. Voilà, donc c'est quand même un élément à prendre en compte. Et c'est pareil pour la plus-value. Le jour où la société réalise une plus-value, eh bien cette plus-value, pour être appréhendée par l'associé, il faut qu'elle soit distribuée. Et là, effectivement, et c'est ce qui est pris en compte dans ce tableau-là, on a une taxation au niveau de l'associé personne physique au taux de 30%. Donc c'est assez différent comme mécanisme. Donc la société LIS, elle peut être intéressante si c'est l'investissement très long terme, qu'il n'y a pas de volonté de revente et de réaliser une plus-value avant un bon moment. Aussi, c'est intéressant si on n'a pas besoin des liquidités, si on veut un investissement qui s'auto-finance et qu'on n'a pas besoin de percevoir les loyers. Donc ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte quand on réalise l'investissement. C'est ça. Et donc là, on retrouve, si on compare un investissement direct ou un investissement via une société, on retrouve tout ce que Mathias vient de dire entre la perception directe des revenus lorsqu'on détient directement le bien, ou alors une perception des revenus indirects lorsqu'on détient le bien au travers d'une société. Et on va peut-être aller maintenant directement à l'impôt sur la fortune immobilière. On va peut-être s'arrêter à la TVA, comme il reste plus beaucoup de temps. Donc, en matière de TVA, ce qu'il faut retenir, c'est que la location nue et la location meublée classique sont exonérées de TVA, avec impossibilité d'opter pour la TVA. Mais si la location meublée présente un caractère para-hôtelier, c'est-à-dire si certaines prestations sont fournies en plus de la fourniture du bien meublé, eh bien là, la TVA sera applicable. Donc, ces prestations annexes, il s'agit du petit déjeuner, du nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. Donc, il suffit que 3 de ces 4 prestations soient fournies pour que la location soit considérée comme para-hôtelière et donc soumise à la TVA au taux intermédiaire de 10%. Ce qui permettra ensuite d'être assujetti redevable de la TVA et donc de déduire la TVA qu'on dépense pour cette activité de location meublée. Alors, on va peut-être passer sur cette slide sur la CFE. Lorsqu'on fait une activité de location meublée, on est redevable de la CFE. Et ensuite, la CVAE, ça c'est pour des chiffres d'affaires très élevés, au-delà de 500 000 euros, donc c'est assez rare, en tout cas pour des particuliers. Et maintenant, on va voir l'imposition du patrimoine. Donc, lorsqu'on détient un bien immobilier, il est par principe soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, quand la location est non meublée ou meublée non professionnelle, eh bien là, le bien est pleinement imposable à l'impôt sur la fortune immobilière. Mais dans les autres situations, lorsque la location meublée est professionnelle
ou bien que la location se fait via une société, mais que cette location présente un caractère professionnel. Dans ces cas-là, il y a, sous certaines conditions, la possibilité de bénéficier d'une exonération, puisque le bien sera alors considéré comme un actif professionnel. Mais il faut respecter certaines conditions assez strictes et l'administration fiscale est assez vigilante sur ce caractère professionnel de l'activité de location. Donc il faut bien réunir toutes les conditions et en particulier qu'il s'agisse que l'activité de location soit l'activité principale et qu'il s'agisse de l'essentiel des revenus que tire le contribuable de cette activité. En réalité, en matière d'IFI, dès lors que c'est de l'investissement immobilier locatif et que c'est vraiment de l'investissement patrimonial et pas l'activité principale, le bien va être soumis à l'IFI, qu'il soit en société ou qu'il soit détenu en direct. Les règles de calcul, en fait, quand le bien est dans une société, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va vérifier en fait quel est le ratio de prépondérance immobilière de la société pour calculer quelle est la base taxable à l'IFI. En fait, on prend la valeur des parts, des titres de la société qui sont détenus par la personne physique et on va appliquer un ratio de prépondérance immobilière qui va dépendre des actifs immobiliers qui sont détenus par la société. Donc, bon, c'est un peu complexe, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça veut dire qu'on va quand même avoir une soumission à l'IFI potentiellement des biens immobiliers qui sont logés dans la société. Je laisse de côté le sujet des biens professionnels. Et en revanche, là où on peut venir diminuer un peu la base taxable à l'IFI, c'est lorsque la société possède d'autres biens d'investissement qui ne sont pas de l'immobilier. Là, ça va avoir un impact puisqu'en fait, on va venir diminuer le ratio de prépondérance immobilière de la société. Donc, ça peut faire sens. Un autre point, c'est que on va pas pouvoir bénéficier de l'abattement de 30% au titre de la résidence principale lorsque le bien immobilier, donc qui constitue la résidence principale de l'associé, est détenu par la SCI translucide. Donc malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que normalement, les personnes physiques bénéficient d'un abattement en base de 30% sur leur résidence principale pour le calcul de l'IFI. Ce n'est pas le cas lorsque le bien est logé dans une SCI, même non à l'IS. Après, on peut appliquer éventuellement une décote pour non-liquidité des titres, mais on va y perdre un petit peu. Merci beaucoup à tous pour votre attention. On espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée.